Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Et oui, même le jeudi de l'Ascension, mettez-vous d'accord sur Sud Radio jusqu'à midi. On est ravis de vous retrouver. On embrasse Valérie Expert qui s'est envolée vers d'autres cieux et que vous retrouverez avec bonheur dès lundi, dès 10h bien entendu. On est ensemble jusqu'à 10h nous-mêmes pour débattre de l'actualité avec nos 4 débatteurs. Benjamin Cauchy en duplex sur Sud Radio. Bonjour à vous Benjamin. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous. D'entreprise, figure bien connue aussi du tout début du mouvement des Gilets jaunes, on s'en souvient. Andrea Cotarac est avec nous également, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Éric Revel, qu'on ne présente plus sur Sud Radio. Messieurs. Ah non, moi vous pouvez m'appeler Éric. Hein. Oui, bien sûr. Bonjour Éric, bienvenue. Éditorialiste Sud Radio, je le rappelle, on vous retrouve toute la semaine dans le grand matin Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin ou de Benjamin Glaise comme ce matin. Et puis Jean-Christophe Gallien est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et conseiller en communication. Au programme ce matin, nos débats. Nouvel appel à la grève à la SNCF. Elle est à peine terminée quand nous en annonce déjà une autre. On va reparler de la colère des syndicats qui accusent la direction d'avoir eu recours, je cite, à des mercenaires briseurs de grève pour invisibiliser, je cite encore, le mouvement de grève. On va revenir aussi sur Laurent Wauquiez, le candidat à la présidence des Républicains. Fait-il du Trump, Laurent Wauquiez? Il annonce que la région Rhône-Alpes-Auvergne va supprimer les subventions à l'université Lyon 2 qu'il accuse de dérive islamo-gauchiste. On va en parler. Faut-il renouveler le service national universel? Plusieurs pistes proposées par le Haut Commissariat au Plan qui propose notamment de booster ce dispositif pourtant très décrié notamment à gauche. Et puis on finira par parler du couple franco-allemand, nouveau chancelier Friedrich Merz, mise en scène de réconciliation franco-allemande avec le lancement d'un nouveau conseil de sécurité franco-allemand. Mais ils sont déjà pas d'accord sur quoi? Sur le Mercosur. Est-ce que la France et l'Allemagne vont se réconcilier sur le dos de leurs agriculteurs? On en parlera avec vous juste avant. Mais on commence par les coups de cœur et les coups de gueule. Andrea Cotarac, c'est à vous. Écoutez, je voulais vous parler de la visite du chef syrien, parce qu'il n'est pas président, il n'y a pas eu d'élection, à l'Elysée hier. Ahmed Al-Shara. Et face aux critiques qu'ont fait le Rassemblement National contre Emmanuel Macron, le président de la République a dénoncé, je cite, des postures politiciennes de ses opposants politiques. Des postures politiciennes, des postures franco-françaises, pas vraiment. Pas vraiment parce que le HTC, l'organisation militaire de ce chef Al-Jolani... Ayat Tahrir Al-Sham, c'est le nom du groupe. Est toujours classé comme une organisation terroriste. Pas par le Rassemblement National, pas par Éric Zemmour, pas par Renaissance, non, par l'Organisation des Nations Unies en 2014 et par une résolution 2254 qui a classé ce mouvement comme un mouvement terroriste. Le HTC, c'est un conglomérat d'organisations terroristes, d'Al-Qaïda, notamment de Daesh, qui ont sévi à Idlib, vous savez, cette poche qui existait jusqu'à nord-ouest de la Syrie. Tout à fait. Alors, je me pose aussi la question de savoir, mais qu'en pense Monsieur Retailleau? Parce qu'on l'entend souvent contre l'islamisme. On attend d'ailleurs toujours son fameux rapport sur les frères musulmans, qu'on n'a pas. Qu'en pense Monsieur Retailleau de la visite de cet islamiste à l'Élysée? En fait, on ne sait pas vraiment. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en février dernier, Monsieur Retailleau a accepté d'accueillir le chef des renseignements syriens à la DGSI. Ce chef des mouvements des renseignements syriens. Du nouveau régime, donc de ce Monsieur Jolani. Et lui aussi classé comme terroriste recherché par les États-Unis d'Amérique et même classé terroriste par l'Organisation des Nations Unies puisqu'il a une longue carrière djihadiste, notamment à Al-Qaïda et à Daesh. Face aux massacres qui ont eu lieu récemment contre les Druzes, les Alaouites, les chrétiens par ces milices islamistes, eh bien, plusieurs médias nous expliquent qu'elles ont identifié des vidéos, sur les vidéos des assassins comme certains fidèles du régime islamiste, c'est-à-dire de la personne que nous avons accueillie hier à Paris. D'autres, des chrétiens, notamment une sœur, a expliqué que les checkpoints du gouvernement islamiste avaient laissé plusieurs milices passer pour aller massacrer des Alaouites, notamment dans le nord-ouest de la Syrie. Ça, c'était il y a plusieurs semaines, effectivement. Tout à fait. Alors, Al-Jolani lui-même, l'homme qui était accueilli à l'Élysée, était membre de Daesh, membre d'Al-Qaïda et pour finir, patron du HTC. Hier soir, il se promenait près de la Tour Eiffel. Et moi, la question que je pose, c'est que cette année, l'année 2025, on commémore les 10 ans des attentats de 2015, alors à la fois contre Charlie, attaqué par Al-Qaïda, à la fois du 13 novembre sur les terrasses au Stade de France, au Bataclan, de la part de Daesh. Et 10 ans plus tard, on accueille une personne qui en était membre à l'Élysée, qui se promenait devant la Tour Eiffel. Donc la question que je pose à nos auditeurs, c'est qui a capitulé
et qui a gagné cette guerre. Donc il ne fallait pas le recevoir, il ne faut pas entretenir les moindres relations diplomatiques pour vous avec ce régime. Pour moi, c'est simple, le principe, c'est que la diplomatie, c'est fait pour réunir des gens qui ne sont pas d'accord. Donc il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'accueillir une personne qui est toujours classée comme terroriste et qui était membre d'organisations qui ont tué des dizaines et des dizaines de Français, c'est, je crois, la ligne rouge et la limite. Éric Revel. Bon, globalement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je dirais quand même une chose, c'est que par conviction personnelle, je pense qu'il faut toujours laisser une porte ouverte à la diplomatie. Je rajouterais que c'est pas la première fois qu'on accueille en France des dictateurs sanguinaires, Mohamed Kadhafi, Saddam Hussein, Bachar al-Assad, qui d'ailleurs à l'époque c'était sous Chirac, gouvernement Jospin. Je crois que c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait accueilli, parce qu'il avait été désigné. De mémoire, c'était Nicolas Sarkozy qui avait accueilli Bachar el-Assad dans le cadre de l'Union pour. Non, c'est Lionel Jospin qui devait l'accueillir et ils avaient envoyé le ministre délégué Jean-Luc Mélenchon. Qui était Jean-Luc Mélenchon. Bon, ben ça c'est pour la petite histoire. Il y est pour rien. Il avait été désigné d'office, mais je trouve ça assez marrant. Pour le reste, oui, c'est quand même plus que troublant. Je pensais évidemment au Bataclan et à toutes les victimes françaises ou autres qui ont été tuées sur le sol parisien, d'accueillir un type qui est arrivé par les armes, certes qui a mis par terre le régime de Bachar al-Assad, mais qui laisse faire des massacres d'Alaouites, qui était l'ethnie de soutien de Bachar al-Assad. Pas l'ethnie, mais en tout cas la confession religieuse. Des chrétiens d'Orient, voilà. Et quand le seul communiqué de l'Élysée, c'est de dire, on lui a demandé de traiter tous les Syriens de manière égale. Bon, voilà. Mais ça renvoie à quelque chose qui est, à mon avis, plus lourd. C'est que Emmanuel Macron pense toujours que les situations les plus complexes sont faites pour lui. Et qui va les résoudre. Alors, il n'a pas été capable de résoudre celle avec l'Algérie. Je rappelle quand même que M. Boualem Sansal est toujours en prison. Il n'a pas été capable de résoudre celle du Liban. Moi, j'ai un souvenir très précis, puisque il se trouvait qu'à l'époque, j'allais souvent à Beyrouth, et que après l'explosion du port de Beyrouth, en gros, Emmanuel Macron, notre président de la République, était venu pour expliquer qu'il leur donnait 15 jours. Il leur donnait 15 jours pour à tout toutes les forces libanaises. Bon, voilà. Donc, des situations aussi complexes que celle du Liban ou de la Syrie, ça se résout pas seul, et pas sur le dos ou le sang des victimes. Précision d'ailleurs, hier, Ahmed al-Shara a dit, nous sommes, je le cite, un solidaire de toutes les victimes du terrorisme. Au terme de cette conférence de presse. Vous avez un mot, Jean-Christophe ? Oui, moi je crois que je pourrais signer le double réquisitoire que nous venons d'écouter, mais en fait, en réalité, pour une fois, la France fait un peu de réel politique pour faire du business. Et qu'est-ce qui se passe en Syrie aujourd'hui ? C'est deux choses. Il y a une compétition, vous allez parler du couple franco-allemand, il y a déjà une compétition qui est réelle avec l'Allemagne. En l'occurrence, l'Allemagne a été le premier pays européen à réouvrir son ambassade et renvoyer un ambassadeur en Syrie. La France n'a pas voulu le faire parce que nos conseils, entre guillemets, d'intelligence, non pas économique, mais de sécurité, ont interdit, ou en tout cas conseillé de ne pas le faire. Maintenant, cette course de vitesse existe. Pourquoi ? Parce que il y a une réalité de flux européens qui vont se déverser sur la Syrie très prochainement. Il faut reconstruire ce pays parce qu'il a été détruit pendant la guerre civile. Et regardez ce qui s'est passé cette semaine. CMA-CGM a d'ailleurs repris le contrôle. Le géant français a remporté le contrat. A remporté facilement l'attaqué et Tartous. On est en train de faire du business et l'enjeu, c'est de contrôler le maximum, en tout cas d'être la courroie de transmission de l'argent européen qui va ensuite se déployer sur la Syrie. Et ça n'est que ça. C'est pas les discours de droit de l'hommiste de M. Barrot ni de M. l'Élysée. C'est la réalité, c'est du business. Et être en position de le faire pour pas changer le contexte. Pas changer le contexte, mais juste être là pour prendre un peu de fric sur la reconstruction. Et M. Trump veut le faire, M. Merz veut le faire très fort. La Turquie aussi veut le faire et d'autres pays effectivement qui veulent se partager toute la Syrie. On va y revenir, on va en débattre juste après les informations avec vous quatre d'ailleurs. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord, c'est un petit peu ce qu'on est en train de dire aux cardinaux dans le conclave, qu'on suit évidemment avec un œil attentif. Évidemment, à tout moment, si la fumée blanche sort de la chapelle Sixtine, on interrompra nos programmes et on vous présentera le nouveau pape. On est avec nos 4 débatteurs pour débattre du reste de l'actualité ce matin sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec Benjamin Cauchy en direct, qui est chef d'entreprise et ancienne figure des Gilets jaunes, Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national, Éric Revel, éditorialiste Sud Radio, et Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. À l'instant, Jean-Christophe Gallien nous disait qu'Emmanuel Macron avait raison de faire de la réelle politique en recevant le premier dans sa capitale le nouveau leader syrien Ahmed al-Shara, parce qu'il y avait d'énormes enjeux économiques. Réelle politique ou pas, Benjamin Cauchy ?
Réel politique, je partage l'analyse de Jean-Christophe sur ce coup. Effectivement, ce qui a choqué principalement, c'est qu'ils viennent à l'Élysée. Et on sait très bien que les relations diplomatiques n'ont pas forcément lieu dans l'Hexagone. Il y aurait pu avoir un pas de côté un peu plus intelligent et peut-être au sein d'une organisation, une instance internationale, l'occasion de rencontrer ce leader syrien qui n'a pas été choisi par son peuple, comme le disait Andrea tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, la réelle politique est fondamentale. Rappelons quand même qu'une grande partie de l'immigration massive passe par la Syrie et la Turquie et qu'il est fondamental que nous ayons une visibilité sur ce qui peut se passer en Syrie. Alors on peut faire la politique de l'autruche, effectivement, je dis pas jouer aux vierges effarouchées parce que j'ai une pensée profonde, sincère vis-à-vis de toutes les personnes qui sont mortes de l'islamisme dans notre pays et ça on ne va pas l'occulter, mais la réelle politique fait qu'aujourd'hui, sans doute, je pense, sans doute, le fait de rencontrer ce leader syrien est moins préjudiciable que de rester dans un blackout et dans un conflit absolu avec ce pays. Bon, on continuera à en parler évidemment. Éric Revel, votre coup de cœur ce matin? Je vais vous parler du PSG. C'est bien votre coup que de cœur j'aime bien le rugby, mais j'aime bien le foot. Oui, c'est une forme de coup de cœur. On est quand même. Vous ignorez content. supporter parisien? Non, pas spécialement. Je suis supporter des équipes françaises dans tous les sports qui brillent. Et c'est la deuxième fois que le PSG atteint le stade de la finale de la Champions League. Donc on va leur souhaiter bon courage le 31 mai à Munich. On vous a remarqué tout à l'heure que c'est à Munich aussi que l'OM avait gagné contre Milan sa seule Coupe d'Europe. À jamais les premiers pour l'OM, à nos amis de Marseille, évidemment. Ça, le slogan restera quoi qu'il arrive. À jamais les premiers, ça restera. Contre un club milanais d'ailleurs. Bon voilà, après il y a quand même tout ce qui s'est passé aussi derrière. Moi, ça me frappe toujours, si vous voulez, ces débordements, cette bagnole qui roule sur des gens, ces 40 arrestations, ces blessés. Moi, il se trouve que j'habite juste à côté, si vous voulez, du Parc des Princes. Donc bon, vous avez respiré des mais si vous voulez, mais à 19h déjà, il y avait visiblement des supporters qui n'avaient pas de billets, qui voulaient rentrer, les CRS tiraient à coups de lacrymogène. Mon fils faisait du basket juste à côté, si vous voulez, il a été non mais est-ce qu'on peut pas faire la fête sans avoir ce type de débordement? Ça renvoie d'ailleurs à ce qui est devenu la société française. C'est un espèce de défouloir permanent où on a peur de personne, et même pas des lacrymogènes ni des CRS. Voilà. Mais ça n'enlève pas évidemment cette belle victoire du PSG avec deux gardiens exceptionnels du côté de l'Arsenal et du côté d'Arsenal et du côté du PSG. Maintenant, je vais dire, je suis un peu inquiet quand même pour la finale. Je vais dire pourquoi. Parce que on en discutait tout à l'heure, c'est que je pense qu'ils peuvent les battre sportivement. Ils ont peut-être un meilleur effectif, mais mentalement, je pense que l'Inter de Milan, avec ce qu'il leur est arrivé en demi-finale face au Barça, est imbattable. Mentalement imbattable. Et puis surtout, c'est l'équipe la plus vieille de la Ligue des Champions et 8 joueurs de champ sur 10 de l'Inter étaient déjà titulaires en finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans. Vous parliez juste un mot sur nos amis marseillais qui nous écoutent. Oui. J'ai lu la Provence, il faut aller jusqu'à la page 19 de la Provence pour trouver une mention sobre. Mais c'est bien cette rivalité. C'est tout à fait normal. Et avec cette jolie formule d'ailleurs, les Parisiens seront-ils à jamais les deuxièmes? C'est bien. Voilà, c'est pour ça que je saluer. Très bien. C'est vrai. Jean-Christophe Gallia. Oui, moi je trouve que c'est une réussite qui est longue, parce que ça fait très longtemps maintenant que les investisseurs qataris sont venus au Paris Saint-Germain par plusieurs épisodes. Eric rappelait la précédente finale qui était une finale particulière de plein Covid, un Final 8 à Lisbonne à huis clos. Là, je pense que ça raconte une autre histoire, c'est-à-dire qu'effectivement cette année, moi qui suis un supporter marseillais, j'ai pris énormément de plaisir à voir cette équipe jouer. Parce que on a quelque chose qui tourne autour du collectif, alors que jusqu'à présent à Paris, et on s'en félicitait, moi j'ai adoré pouvoir aller voir 3 stars comme Neymar, Messi, Mbappé jouer ensemble au Parc des Princes, c'était extraordinaire. On peut pas, on a kiffé grave, mais en même temps, que Paris s'en débarrasse pour arriver à gagner des. Oui, alors je crois pas que c'est tout à fait ça. La réalité, c'est qu'en tout cas là, il y a un cocktail extraordinaire entre un entraîneur à qui on a laissé un peu plus d'1 an, ce qui est déjà pas mal aussi à Paris, avec un effectif renouvelé, mais qui en même temps pour certains sont là depuis longtemps. On a misé sur la jeunesse. Cette équipe est la plus jeune à arriver en finale depuis un Ajax d'Amsterdam, je crois de mémoire, autour des années 2013 ou quelque chose comme ça, où l'équipe avait perdu en finale d'ailleurs. On est face au contraire à une équipe qui est très expérimentée, qui a joué une finale perdue il y a 2 ans. Moi, je dirais j'ai vu un niveau de jeu tel cette année que sur un match, effectivement, le psy
l'expérience peut jouer, mais sincèrement, les fulgurances aussi de cette équipe, sa capacité à y croire aussi, parce qu'ils viennent de loin. Sur la Champions League, ils n'étaient pas très bien partis. Je crois que c'est un beau message pour le 31. Si vous aimez les équipes qui viennent de loin, vous adorerez l'Inter en finale, parce qu'ils reviennent de très loin aussi. Non, puis une pensée pour Mbappé qui est parti au Real pour gagner la Champions League. Comme je sais qu'il écoute Sud Radio, je lui fais un petit coucou à Mbappé. C'est un autre point commun que la Provence a relevé. L'OM avait gagné en 93 à Munich contre un club libanais, un an après le départ de sa star Jean-Pierre Papin. Paris ferait pareil après le départ de Kylian Mbappé. Ce qui est marrant avec Papin, c'est qu'il était en finale avec l'OM contre l'Étoile Rouge de Belgrade en 91. Avec l'OM, il a perdu. 2 ans plus tard, il est à nouveau en finale, cette fois-ci face à l'OM avec le Milan, et il perd face à l'Olympique de Marseille. Bon, après, concernant le PSG, moi, il y a l'aspect sportif qui est juste phénoménal. Il y a un changement de mentalité dans l'équipe, je pense que tout le monde en a parlé, mais il y a un changement aussi dans l'esprit du staff et des dirigeants, par exemple, d'avoir laissé Luis Enrique beaucoup plus libre, de lui avoir laissé le temps. Et d'ailleurs, Luis Enrique, hier soir, le dit lui-même, c'est tous les jours qu'on a travaillé, pas à pas, petit à petit. Et donc, il y a un vrai changement. Moi, je suis très optimiste. Alors, la finale, ça reste une finale, donc c'est très compliqué. Mais par ailleurs, bon, sur les débordements, je ne vais même pas commenter, tellement ça m'énerve de voir des masses de gens tout cassés, etc. Est-ce qu'on est encore capable d'organiser ce genre d'événement ? Est-ce que la préfecture de police ou le ministère de l'Intérieur sont encore capables d'encadrer ce genre de célébration sans qu'il y ait la moindre voiture bridée ? Moi, je vais vous dire, on dit les jeunes, c'est pas vrai, il y a une très belle jeunesse que moi j'ai vue hier soir, des gens amoureux du ballon comme moi, on a discuté, les gens ne se connaissaient pas, il y a une solidarité, une émotion qu'on a vécue tous ensemble collectivement. Et puis ensuite je suis rentré à pied chez moi assez tard, et là j'ai vu des mouvements de foule, des gamins qui hurlaient ci et là, et puis des pétards là, et puis bon. Un petit pétard festif de temps en temps. Oui, un petit pétard, c'est à minuit en fait. Sauf qu'à 5h du matin, c'est une voiture qui roule sur des supporters. Donc si vous voulez, heureusement que j'y suis pas resté. Mais si vous voulez, c'est pas des supporters, c'est pas des amoureux du ballon, c'est des délinquants. Ces gens-là sont des délinquants. Quand vous cassez des vitrines parce que le PSG a gagné, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec le sport, ça n'a rien à voir avec Luis Enrique, ça n'a rien à voir avec la Ligue des Champions. Ce sont des délinquants qui doivent être dans le tribunal correctionnel et d'être punis sévèrement. Voilà. C'est ce qui se passera pour les plus de 40 interpellés. Hier, vous avez dû voir les images sur les réseaux sociaux. Un automobiliste était pris dans un mouvement de foule. Il a roulé sur la foule. Il a roulé sur 3 personnes, 3 blessés, dont un toujours en urgence absolue aux dernières nouvelles ce matin. La voiture a ensuite été attaquée, elle a été incendiée, elle a fini par exploser. Bon, c'est quand même des scènes de guerre qu'on a vues aussi en plein Paris par endroits. Benjamin Cauchy. Oui, juste vous faire un parallèle, parce que moi je suis supporter du Stade Toulousain. Vous voyez, je suis un amoureux du rugby. J'échange avec vous depuis l'agglomération toulousaine. Et moi, ce qui m'a marqué au-delà du caractère sportif, et je suis ravi pour le PSG qu'un club français arrive en finale de la LDC, c'est très très bonne nouvelle. En revanche, je mettrai quand même un parallèle sur ce qui est devenu le football. En termes d'exemplarité, à Toulouse, on a gagné plusieurs fois le bouclier de Brennus. Vous savez, on fait des derbies avec Castres, entre Toulouse et Castres. Est-ce que vous voyez des gens qui roulent sur la foule ? Est-ce que vous voyez des vitrines qui sont cassées après un match de rugby ? Donc moi, je pense qu'au-delà de ce match, je pense qu'il y a une réflexion à mener quand même au sein de la Fédération française de football pour savoir ce qu'est devenu le football et qu'ils réfléchissent à la manière dont les supporters se comportent. On ne voit pas de tels agissements autour du stade de Bernest-Ballon, malgré les victoires européennes qu'on a pu avoir. Parce que je suis pas sûr qu'on puisse parler de supporters. Ceux que vous avez vus se livrer à des déprédations, par exemple, ils sortaient pas du Parc des Princes pour une bonne partie d'entre eux. Oui, je crois que Benjamin pour le coup, moi je trouve que c'est un peu raide, même très raide, parce que on peut pas se dire que tous ces gens-là étaient des supporters du Paris Saint-Germain, des supporters du football. Ils ne cherchent que chaque occasion, si vous voulez, où il y a un moment de fête partagé d'ailleurs, qui pour l'essentiel à Paris a été plutôt bien conduit. Après, on peut pas être partout, place de la République, autour des Champs-Élysées, autour du Parc des Princes. C'est ce que je veux dire, c'est que le foot aujourd'hui, certes, génère toujours des lieux de conflictualité, on le sait. Il y a des clubs qui ont toujours leurs hooligans, qui ont toujours leurs gens qui se bagarrent en dehors des matchs et ainsi de suite, qui trouvent des terrains de jeu. Mais sincèrement, là, hier soir, c'est pas des supporters du Paris Saint-Germain, c'est pas des supporters, c'est des gens qui, de toute manière,
quelle que soit la manifestation, qu'elle soit olympique, qu'elle soit, si vous voulez, une autre festivité. Benjamin Cauchy s'en souvient, ce sont les mêmes qu'on voyait venir brûler des vitrines à la fin des manifestations des Gilets jaunes. Qui vous ont pourri vos manifestations. Je pense qu'on déborde. Moi, j'ai envie de vous parler du foot en région Occitanie, quand vous avez des arbitres de clubs qui se font agresser. Ça se passe pas dans le rugby, ça se passe dans le foot. Quand vous avez en région parisienne des heurts et des émeutes qui se passent autour de petits terrains pour des clubs fédéraux ou de 3e ou 4e division, ça se passe pas dans le rugby. Mais Benjamin, ça c'est vrai. Le foot attire la racaille aujourd'hui. Voilà. Les agressions d'arbitres, vous en avez aussi un peu partout, et vous n'avez pas que un cas dans le football. Mais pas dans le rugby. Vous en entendez parler dans le rugby? Non. Andrea Cotarac? Non, mais moi ce que je veux dire, c'est que je veux pas salir l'esprit du football à cause des mouvements de foule et de racailles. Je veux dire, moi j'ai fait du foot pendant longtemps. Oui, il y a eu des agressions d'arbitres. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable. Cette violence qui s'est exprimée sur les Champs-Élysées, c'est la même qui s'est exprimée sur certains terrains de football amateurs où on a pourchassé, tabassé des arbitres. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais je ne dirais pas que le football, c'est des voitures qui brûlent, etc. Non, c'est des délinquants qui brûlent les voitures. Parce que, encore une fois, moi j'ai vu des millions de personnes, des milliers de personnes à la télévision, dans les restaurants, des gamins qui étaient là, qui étaient émerveillés de voir leur club, de leur ville l'emporter, d'être peut-être sur le toit de l'Europe. Je veux dire, la jeunesse n'est pas mauvaise en soi, les Français ne sont pas des violents, le football n'est pas un sport de voyous. Il y a certaines personnes qu'il faut mettre hors d'état de nuire parce qu'ils nuisent à tout le monde. J'aimerais juste dire un mot parce que vous parliez du rugby et Sud Radio est aussi la radio du rugby. Pour le meilleur, pour le pire, on a appris ce matin une tragique nouvelle. C'est l'ailier du Castres Olympique, le Fidjien Josiah Raisuke, qui est mort cette nuit dans un accident de voiture à un passage à niveau juste à côté de Castres. A priori, le match du Castres Olympique qu'on aurait dû vous faire vivre en direct ce week-end sera reporté. On imagine évidemment l'émotion sur place. C'était un joueur incontournable du CO. Évidemment, toutes les condoléances de Sud Radio à ses proches, à son équipe et à ceux qui l'aimaient. Il est 11h17 sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants. Mettez-vous d'accord, on va continuer avec les coups de cœur, les coups de gueule de Jean-Christophe Gallien. D'ailleurs, votre coup de cœur ce matin ? Non, c'est une crainte, c'est un coup de crainte, un coup d'inquiétude sur ce qui est en train de se passer dans l'Indo-Pacifique à partir du conflit entre l'Inde et le Pakistan et ensuite les déclarations de Monsieur Xi en Russie. On va en reparler dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à midi sur Sud Radio avec nos 4 débatteurs, nous débattions à l'instant des violences qui ont émaillé la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, violences qui ont ravagé un certain nombre de secteurs de la capitale. Continuons aussi à parler de géopolitique, l'inquiétude de Jean-Christophe Gallien qui concerne l'escalade entre l'Inde et le Pakistan. D'ailleurs, il semblerait que pour la première fois de l'histoire, un avion de chasse français aux couleurs de l'Inde, un Rafale, ait été abattu dans le cadre d'un combat aérien. Il y en a au moins un qui a été détruit, peut-être plusieurs, c'est ce que disait une agence de presse turque. C'est une vieille histoire, mais c'est une histoire bien vivante malheureusement entre ces deux pays qui sont nés des démembrements des colonies britanniques dans la région, avec à l'origine même de leur création un conflit dans le sens sur le Cachemire en 1947-1948. Et aujourd'hui, on voit ressurgir quelque chose qui m'inquiète parce que c'est un glissement des conflictualités qu'on a tous imaginé, qu'on a tous redouté vers cette zone du monde. Et cette zone du monde, elle comprend évidemment, elle part de là, mais elle va jusqu'à, je vais le dire, Taïwan. Parce que dans mon coup d'inquiétude, il y a effectivement cette montée en tension extrêmement puissante. Je rappelle quand même que ces deux pays, Inde et Pakistan, sont des pays nucléaires, nucléarisés. Ils ont pour l'Inde 180 têtes nucléaires, le Pakistan 170. Alors il est fort peu probable qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse se réaliser là-dedans, mais la gouvernance pakistanaise, la gouvernance indienne, ce sont des gouvernances très agressives. On parle beaucoup du Pakistan, mais chez Monsieur Modi, on peut pas dire qu'on soit dans un régime là aussi extrêmement démocratique ni tolérant. Il est démocratique puisqu'il a failli perdre les élections récemment chez lui, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un profil extrêmement pugnace, pour dire de cette manière-là, quelque chose qui est un peu plus important. Et puis vous avez au même moment le président chinois Xi Jinping qui va à Moscou fêter ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le 8 mai 1945, la chute à la fois des régimes nazis et évidemment japonais qui
en partie réécrit l'histoire, mais c'est pas ça qui m'intéresse beaucoup, mais dit et annonce dans une tribune écrite en russe dans un journal en Russie qu'il reçoit le feu vert de Vladimir Poutine pour quelque part dans les prochains mois ou quelque chose qui en tout cas qui n'est pas temporalisé mais qui doit se faire assez rapidement puisque c'est un projet quand même maintenant assez sensible, récupérer, je vais le dire comme ça, l'île de Taïwan. Donc on est dans une zone qui aujourd'hui s'affranchit d'une forme de tranquillité maîtrisée qui était jusqu'à présent faite de grosses annonces, de diplomatie agressive, mais qui ne partait pas dans quelque chose qui était physiquement incarné. L'Inde et le Pakistan, c'est reparti. Et de l'autre côté, je crains malgré tout qu'on ait une zone Indo-Pacifique qui se densifie en termes d'intensité conflictuelle. Entre les États-Unis et la Chine. Exactement. Juste un mot pour dire que les États-Unis, pardon Eric, dénoncent le fait que la Chine soit en train de mener le réarmement le plus massif qu'on ait vu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que l'explosion des dépenses militaires chinoises est impressionnante. Oui, alors tout ça n'est pas très rassurant, mais je vais vous raconter juste une petite anecdote que j'ai vécue. C'était en 90. Ouais. C'est un voyage de François Mitterrand au Pakistan, justement, où à l'époque où Benazir Bhutto était Premier ministre. Il y a une conférence de presse entre Benazir Bhutto et le chef de l'État français qui se passe assez mal, parce que c'est le moment où François Mitterrand décide que la France allait vendre une centrale nucléaire au Pakistan, justement. Et ça avait fait tout un pataquès, Benazir Bhutto répondait mal, et à un moment donné, ça avait fait les choux gras de la presse, Mitterrand tranche en disant « l'expert c'est moi ». Et à la fin, donc la conférence de presse, les journalistes dont je faisais partie rentrent dans leur hôtel, et Hubert Védrine arrive avec une liste, on savait ce que ça voulait dire, de journalistes. Général de l'Élysée à l'époque. Oui. Voilà, il y avait des noms de journalistes, on est dans un minibus, on arrive dans un endroit où François Mitterrand, en fait, nous refait la conférence de presse, parce qu'il avait vu que ça avait jeté un trou, parce qu'évidemment, de ce que disait Jean-Christophe est tout à fait vrai, c'est-à-dire que les difficultés entre l'Inde et le Pakistan sur la question du Cachemire remontent dans des années 50, et évidemment, imaginez que à l'époque, le Pakistan n'a pas l'arme nucléaire en 90, il l'a eu bien plus tard, 10 ans plus tard. Imaginez que le Pakistan, pour l'Inde, puisse avoir même un nucléaire civil, c'était quasiment... voilà. Et donc Mitterrand, dans cette petite truc où on était 5-6 à l'écouter, nous refaire la conférence de presse, on avait compris que c'était compliqué évidemment pour la France de donner même du nucléaire civil en face de l'Inde qui ne pouvait pas l'accepter. Oui, autre enseignement quand même de ce qui vient de se passer entre ces deux pays qui sont dotés de l'arme nucléaire, c'est qu'avoir l'arme nucléaire en face ne vous empêche pas d'aller bombarder quelques cibles au Pakistan ou d'abattre quelques avions en Inde, Andrea Cotarac. Alors oui, moi j'ai été frappé parce que j'ai vu d'abord ce que vous expliquiez tout à l'heure, que un avion aurait été abattu. Alors au moins un Rafale. Parfois on avait 5 avions, ensuite on a eu 3, ensuite maintenant on dit 1. Moi j'ai Rafale confirmé. Moi j'ai appelé, confirmé par une agence de presse, parce que moi j'ai appelé un Indien, un analyste géopolitique, Rama Dwivedi, qui est aussi prof à l'école de guerre. Je lui ai dit mais combien de Rafales sont tombés? Parce qu'en tant que Français, on veut savoir. Ça nous intéresse. Et il m'a dit tu sais combien? Non, 0 Rafale. Voilà. Les Rafales ont été utilisés par l'armée indienne. Ils ont tiré sur des cibles proches de la frontière du côté pakistanais depuis le territoire indien. Aucun, je prends ses propos, Ramadi Bedi, patron, prof à l'école de guerre économique. Aucun Rafale n'a été abattu par le Pakistan. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur l'Indo-Pacifique, je partage tout à fait ce que vous dites. Ça devient le centre du monde, économique, militaire, géopolitique, géostratégique. Ça commence à faire longtemps, mais je pense qu'on ne l'a pas encore intégré quand on dit que c'est pragmatique qu'Emmanuel Macron voit un vulgaire chef de milice syrienne qui massacre des gens. Je ne suis pas sûr qu'on a bien intégré que c'est l'Indo-Pacifique qui doit être pragmatique. Et dans l'Indo-Pacifique... C'est pas une raison pour faire l'impasse du Moyen-Orient. Oui, mais pour moi, c'est absolument pas pragmatique d'accueillir un chef... Parce que je n'ai pas pu répondre tout à l'heure, j'ai pas envie de relancer le débat, d'accueillir un chef de milice syrienne qui massacre des Druzes, des Alaouites et des Syriens. Au contraire, je pense que c'est pas du tout pragmatique de l'accueillir dans la mesure où c'est encore une fois un foyer de terroristes aux portes de l'Europe. Voilà, qu'on n'arrivera pas à maîtriser. Juste sur un point, sur la Nouvelle-Calédonie. Oui, parce que l'Indo-Pacifique, on parle de l'Inde, du Pakistan, etc. La Nouvelle-Calédonie, il y a une actualité brûlante en ce moment, avec Manuel Valls qui a proposé quelque chose, avec Madame Backes, Monsieur Metzdorf, et d'autres qui ont refusé complètement le plan proposé par Manuel Valls pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, si vous voulez, le pragmatisme français serait peut-être de mettre le paquet sur la Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire en
en pleine Océanie, dans l'Indo-Pacifique, qui est un territoire maritime énorme, qui est notamment vu et attaqué par certaines ingérences. Azerbaïdjan, les Chinois aussi regardent ça un peu de loin. Donc le pragmatisme, ce serait d'abord de soutenir les nôtres en Nouvelle-Calédonie plutôt que d'accueillir un islamiste à l'Elysée. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, on va se retrouver dans un instant. Mettez-vous d'accord après ces considérations géopolitiques. Un débat autrement plus tendu. Est-ce que la SNCF a brisé la grève de ses cheminots en faisant appel à des cadres qualifiés de mercenaires par les grévistes? On en parle dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à midi sur Sud Radio avec nos 4 débatteurs, Andrea Cotarac, Benjamin Cauchy, Jean-Christophe Gallien et Éric Revel. Cette fameuse grève de la SNCF qu'on vous a annoncée pour ce pont qui se passe en ce moment sans d'ailleurs que tous les trains soient complètement paralysés. La SNCF qui a fait appel à des cadres pour remplacer les chefs de bord grévistes, des cadres qualifiés de mercenaires par les membres de Sudrail. Est-ce que la SNCF a bien fait de limiter les conséquences de ce mouvement de grève malgré la fureur de ces grévistes? Éric Revel, c'est pas une première? Non, c'est pas une première. Alors moi, je vais vous dire, je suis quand même scandalisé par cet appel à la grève des syndicats Sud Radio et CGT. Je rappelle quand même que Sudrail. Je suis tellement ça, c'est le scoop du jour. Sudrail et CGT. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je regardais, et ça, c'est des chiffres officiels. Sur les 3 dernières années, il y a 150 métiers différents à la SNCF. En gros, les cheminots ont obtenu en 3 ans entre 17 et 21% d'augmentation de salaire. Alors que l'inflation était de 13%. Ouais. Donc si vous voulez, il y a quand même un vrai sujet par rapport aux salariés de base que nous sommes, avec des gens qui ont quand même l'emploi à vie, qui ne cessent de déclencher des mouvements de grève lorsqu'ils sont certains que la pression sera maximum, que la direction de la NCF ait conscience du fait que ça sert à rien finalement d'augmenter de vouloir acheter la paix sociale parce que vous ne l'achetez jamais. Mais pour moi, ce qui a été annoncé par la CGT, c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que quand vous n'attendez même pas la fin de la grève que vous avez déclenchée pour en prévoir une autre, c'est que vous avez compris que celle-là n'était pas en train de Nouvel appel à la grève donc de la CGT cheminot pour les 4, 5 et 11 juin prochains. Voilà, c'est reparti. Donc, en fait, il y a le sujet de la mobilisation, à mon sens, pour Sudrail et pour la CGT. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un petit sujet qui est en train de monter à la SNCF, et Benjamin en parlera mieux que moi, c'est une certaine jaunisation des mouvements. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un collectif de contrôleurs qui s'est créé, alors Facebook, WhatsApp, Telegram, qui s'est créé à Noël 2022, je crois, qui est en dehors des syndicats. Ils se disent apolitiques, qui n'ont pas vraiment de leader comme les Gilets jaunes en 2019 à l'époque. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand la CGT accuse le mouvement d'être cassé par la SNCF, en fait, la SNCF, ils ont mis en place des volontaires d'accompagnement occasionnel, les VAO, qui ont été formés une semaine, qui toucheraient 50 € de l'heure, bon, très bien, pour pourvoir à la défaillance des contrôleurs. Parce que ce sont ceux-là qui sont traités de mercenaires briseurs de grève. Mais pourquoi? Parce que depuis 2025, il faut 2 contrôleurs par TGV. Parce qu'un seul, évidemment, le train ne serait pas parti. Donc, nous, les clients, on est contents que les trains fonctionnent plutôt bien. Ouais. Maintenant, je serai des syndicats qui ont de moins en moins d'adhérents. Je regarderai ça vraiment de très près, parce que une grève déclenchée comme elle l'a été depuis des semaines annoncée, qui ne porte pas ses fruits, ils devraient s'interroger sur le pouvoir qu'ils ont encore d'emmerder les gens. Benjamin Cauchy. Oui, alors certains syndicalistes dénoncent les casseurs de grève. Moi, j'ai envie de dénoncer les casseurs de croissance, parce que aujourd'hui, la SNCF est prise en otage quand même par des milliers de syndicalistes, et ils cassent la croissance française. Aujourd'hui, vous parliez des gilets jaunes. J'étais un gilet jaune entrepreneur et qui dénonçait la surtaxation et le fait qu'on avait des problèmes de mobilité dans notre pays. Eh bien voilà, c'est clairement la SNCF est clairement ce que les premiers gilets jaunes détestent finalement. À savoir des gens qui empêchent la mobilité et des gens qui, tous les ans, bénéficient d'à peu près 30 milliards d'aides de l'État, en plus de leur propre budget. Alors, elles vont pas toutes dans les poches des cheminots. Il convient... Pardon. Les aides vont pas toutes dans les poches des cheminots quand même, hein. Faut pas. Non, mais ils vont dans les poches de la SNCF. Oui. Donc les cheminots font grève, la SNCF se retrouve en déficit, et du coup c'est le contribuable qui doit remettre au bassinet. C'est une réalité financière. Tous les ans, l'État remet entre 20 et 30 milliards d'euros. Donc il est temps aujourd'hui de privatiser la SNCF. Il est temps d'ouvrir à la concurrence au maximum. Et si, c'est important, parce que c'est la seule façon dont on pourra faire avancer la solution de mobilité dans notre pays. Nous sommes pris en otage par des syndicalistes
qui n'ont que pour seule mission de casser la croissance de notre pays. Andrea Cotarac, est-ce que vous êtes pour la privatisation de la SNCF ? Moi, je réponds très clairement à titre personnel, non. Non, parce que la privatisation, c'est les profits, et les profits, c'est les lignes qui sont rentables. C'est-à-dire que si vous voulez faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, il va falloir faire des profits. Monsieur Cauchy, je vous apprécie beaucoup, on a souvent débattu ensemble. Laissez-moi juste terminer. Vous dites tous, les syndicalistes prennent en otage. C'est d'une certaine manière tout à fait vrai. Parce que quelques personnes font grève au moment où les Français veulent être mobiles. Oui, ça peut casser la croissance, etc. Mais moi, je vais vous dire autre chose en tant qu'élu local, régional, qui a la compétence ferroviaire sur les TER. Ceux qui prennent en otage les retards, qui ferment les petites lignes et les autres, c'est pas les syndicalistes de la SNCF, c'est la direction de la SNCF. Moi, je n'ai pas une grande estime de la direction de la SNCF. Parce que quand vous parlez des milliards d'aides, des dividendes, etc., certes, les syndicats sont bien fournis à la SNCF, on ne va pas dire le contraire, mais la direction aussi. Et le tout TGV, les fermetures de petites lignes, l'assèchement de beaucoup de territoires ruraux, périurbains, la ligne ceux à qui Clermont qualifiée de tiers-monde ferroviaire. Mais Paris-Clermont, je suis resté coincé 2 fois pendant 7 heures. C'était pas les syndicalistes, c'était la direction qui n'a pas rénové cette ligne-là. J'ajoute que la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, paye non seulement un droit d'accès, vous savez, sur les RFF, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à la SNCF, et en plus, elle repaye derrière une double facture pour la SNCF. Les lignes ne sont pas... on a proposé des pénalités sur les retards de train. La SNCF ne respecte rien. Donc, c'est pas les syndicalistes, là. C'est la direction. Il y a tout à refaire. Monsieur Cotarac, c'est pas ça du tout les mots d'ordre aujourd'hui des syndicats pour la grève. J'ai pas défendu les syndicalistes. Je vous dis juste que ceux qui prennent en otage, c'est aussi la direction. En vous écoutant, je me dis qu'est-ce que c'est difficile de tenir à la fois le régime politique du RN et en même temps la ligne de la clientèle et du peuple que vous représentez abondamment au Parlement. Que c'est dur, c'est cohérent. Non, c'est dur. C'est peut-être cohérent, mais c'est dur. Parfois la cohérence, c'est dur. Pour soutenir Andrea Cotarac sur l'organisation et pour faire le lien avec Benjamin Cauchy, qui finalement demande... Alors privatisation, oui, mais elle est en partie faite de tout ce qui était le groupe SNCF. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie des services. Il y a une grosse partie des services qui existent. Une partie a été découpée et mise dans le système privé. Les plateformes de réservation, tout ça est quand même très aujourd'hui organisé. Maintenant, ce qui demeure à la SNCF, c'est effectivement d'un côté un poids syndical qui est effectivement en permanence en train de prendre en otage une organisation qui n'est pas simplement l'organisation, parce que finalement il y a un jeu qui se joue entre la direction elle-même hypertrophiée, c'est-à-dire qu'en réalité cette entreprise devrait être dégraissée depuis très longtemps. C'est privatisée ou pas, en tout cas elle doit être dégraissée. On a du vice-président en rafale comme on l'avait dans l'Union soviétique il y a quelques années avec des vice-ministres de ministère français. Donc en réalité on est dans un endroit où on casse des gens, on les protège, on les rémunère. C'est une sorte d'endroit où on protège une partie de la haute fonction publique française, et à partir de là derrière il y a aussi des syndicats qui de l'autre côté utilisent le fait qu'on a démembré le transport ferroviaire en France et que derrière, à partir de là, on peut créer des tensions régulières qui sont de moins en moins efficaces, effectivement, sur les lignes d'ailleurs qui sont les lignes déjà en difficulté. C'est pas le cas sur le TGV en grande partie. Donc en réalité, il faut aujourd'hui se mettre en face de la réalité. C'est entreprise hypertrophiée, abandonnant le territoire et qui en plus aujourd'hui, avec son monopole, fait payer un prix du kilomètre qui est incroyablement cher. Allez, tout à fait d'accord. Puisque nous sommes rendus en Auvergne-Rhône-Alpes en train, restons-y pour parler de l'autre actualité. Laurent Wauquiez, le précédent président de la région, qui annonce s'être mis d'accord avec la personne qui lui a succédé pour que la région supprime les subventions à l'université Lyon 2, qu'il accuse, je cite, d'islamo-gauchiste. On revient sur le lâchage de l'universitaire Fabrice Balanche, prof dont un cours a été empêché par des manifestants d'extrême gauche sur place, sans beaucoup de solidarité de la présidente de cette université. Est-ce que Laurent Wauquiez fait du Trump pour vous, Jean-Christophe Gallia ? Alors, est-ce qu'il fait du Trump ? Oui, dans l'idée que menacer, ou en tout cas stopper une subvention publique à l'adresse d'une université sur laquelle pèserait une accusation de, islamo-gauchisme, désanctuarisation de ce que devrait être l'université, oui, très clairement. Pour le coup, là où ça devrait être Trumpisé aussi, c'est la réaction qu'on attend et qu'on attend depuis des années maintenant, celle du ministère de tutelle des universités,
c'est-à-dire celle de l'éducation nationale. Je sais même plus qui est d'ailleurs le ministère de l'enseignement supérieur. Je sais qui est celle qui est celle du ministère de l'Éducation nationale, Madame Borne, dont on n'a pas beaucoup entendu parler sur cette affaire. Or, cette affaire, elle raconte une autre histoire qui est plus générale dans l'enseignement universitaire français public, j'entends. Là où on a effectivement ces poches d'entrisme, de gain de terrain. On parlait de football tout à l'heure, Benjamin Cauchy parlait de ce qui se passait dans le football. C'est un peu similaire, sauf que ça se situe dans nos facs. Eh bien, des forces religieuses qui sont politisées ou pas politisées, avec leurs liens, leurs associés politiques dans ce pays, en l'occurrence des mouvements d'extrême gauche ou en tout cas allant jusqu'à LFI, et qui depuis maintenant, pas simplement 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais c'est une quinzaine d'années, ont entrepris de coloniser l'université française. Et ça là, ils n'ont pas attendu d'ailleurs Gaza, ils n'ont pas attendu les États-Unis, ça s'est fait régulièrement. Et aujourd'hui, on fait face à ça, parce que qu'est-ce qui s'est passé ensuite derrière ? On a aussi colonisé la manière dont on organise la recherche dans ce pays, notamment dans les sciences humaines ou les sciences sociales, où on ne peut pas traiter de tous les sujets, où les fléchages de travaux de recherche sont faits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on fabrique le corpus de l'enseignement de demain, et ça veut dire que les étudiants qui vont dans ces universités vont aussi faire mariner dans un univers qui est lui aussi très idéologiquement orienté. De sociologues de droite, quoi, à l'université française. C'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait que des sociologues de droite, bien évidemment, mais que ça doit être sanctuarisé dans l'idée qu'on peut aller travailler sur tous les sujets. Ça n'est pas le cas en France aujourd'hui. Et sur le terrain, je vous le redis, les prises de position de syndicats, d'associations, ainsi de suite, sont de plus en plus fortes, avec des présidents d'université ou des doyens de faculté qui sont pour le moins complices. Andrea Cotarac, vous êtes élu en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous la soutenez, cette annonce de Laurent Wauquiez, même si ce n'est plus votre président ? Alors moi je suis toujours président de mon groupe RN à la région. Moi ce que je peux vous dire c'est que cette université de Lyon 2, moi je suis diplômé à l'université, alors Lyon 3 mais certes, mais c'était juste à côté. Il faut savoir ce que c'est l'université de Lyon 2. C'est des violences d'extrême gauche contre des syndicalistes, notamment de l'UNI, qui étaient là pour tracter parce qu'il y a des élections, donc ils se sont fait tabasser. C'est des menaces contre des professeurs qui refusent qu'on rompt le jeûne du Ramadan en plein cours. Ça c'est l'histoire de Fabrice Balanche. C'est une propagande wokiste et face à toute cette violence-là, eh bien, on a une direction qui, quand même, ne dit pas grand-chose. Une présidence. Une présidence qui ne dit pas grand-chose. Donc, si vous voulez, l'interruption du cours, tout en ajoutant, je cite, ça ne m'a pas étonné que ça tombe sur ce professeur-là. En fait, on a toujours, nous, au Rassemblement National, dénoncé ce qui se passait au sein de cette université qui est quand même assez particulière. Et le groupe que je préside au nom de l'élu, c'est le Benoît Auguste, qui est un élu de mon groupe, qui avait proposé en 2022... qu'on analyse les subventions qui sont versées à l'université de Lyon 2, qu'on les conditionne au fait que la présidence de l'université combatte sans faille les violences qui se passent à l'intérieur. Et donc ce que je dis à Laurent Wauquiez, c'est bravo, bravo, vous avez 3 ans de retard. Éric Revel. Bah moi, évidemment, mon voisin a du mal à soutenir. Il chute là-dessus en disant je soutiens quand même la décision de Laurent Wauquiez. Je lui dis bravo, il a 3 ans de retard. Candidat à la présidence des LR à soutenir une telle mesure. On dirait la Provence qui salue la qualification du PSG en finale. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais en page 18, vous voyez. Bah, c'est un parti qui pèse 4%. Donc à la fin de l'exposé d'Andrea, ça vient juste à la fin. Vous voyez, c'est la chute. Voilà, ceux qui sont partis boire un café, ils n'ont pas eu la conclusion. Mais évidemment, il faut se dire parce que je vais dire, je sais pas si c'est du Trump ou pas du Trump, mais moi, pour le vivre familialement, la façon dont le wokisme et l'islamo-gauchisme a submergé les facs américaines, et je pense à Harvard et au MIT, il faut pas nous le souhaiter davantage en France. Voilà. Ça a pris alors vous allez me dire, le contrebalancier de Trump est tellement violent que, bon, très bien. Mais en réalité, ce qui est en train de, vous avez employé le mot de gangréner, d'infuser dans l'université française, est juste terrifiant. Terrifiant. Donc oui, je trouve que c'est une bonne mesure. Je trouve que les présidents d'université devraient taper plus du poing sur la table, qu'ils ne le font. Et puis j'ai une petite pensée pour nos étudiants de Sciences Po Paris, vous savez, qui se mobilisent pour la Palestine. Vous les avez beaucoup entendus pour l'avenue du Syrien et les massacres qu'il fait d'Alaouites, de chrétiens d'Orient ou vous non plus, vous avez pas manifesté. Non, mais vous les avez entendus se mobiliser ? Bah non. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent peut-être que ce qui touche des musulmans avec des musulmans ne les intéresserait pas. Benjamin Cauchy. Oui, Laurent Wauquiez fait 2 choses. Il fait du Trump et puis il fait campagne. Donc il fait du Trump. Et surtout.
Faut pas l'oublier. Donc il fait du Trump, lui, effectivement. Moi, je pense qu'il a raison de couper les vivres. Je pense que ça serait plutôt au ministère de l'enseignement supérieur. C'est Monsieur Baptiste. Je suis allé sur Internet pour être trouvé son nom, parce qu'il est tellement connu et il est tellement sur le terrain qu'effectivement on a un peu de mal à le trouver. Donc Monsieur Philippe Baptiste a été extrêmement discret. Madame Borne d'une discrétion absolue. Il va falloir qu'elle se fasse taper sur les doigts par Monsieur Bayrou pour pouvoir dire quelque chose. Donc clairement, on est face à un gouvernement qui est plutôt impuissant, incapable ou soumis, et donc forcément Monsieur Wauquiez, parce qu'il fait campagne, en profite pour faire du Trump. Moi, je pense qu'effectivement, il va falloir être extrêmement vigilant. Monsieur Macron a annoncé il y a quelques jours de cela une enveloppe de 600 millions d'euros pour pouvoir accueillir les chercheurs américains. Doutez bien que les chercheurs américains qui vont arriver des États-Unis, ils sont plutôt dans la branche wokiste que dans la branche libérale et trumpiste. Voilà. Il les enverra pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Allez, on va en reparler dans un instant. On va monter une fac à Saint-Pierre-et-Miquelon. Très bonne idée, Andrea. Laissez Saint-Pierre-et-Miquelon tranquille une bonne fois pour toutes. Et ils vous ont rien demandé, ces 3000 de vos compatriotes à chaque fois. Justement, on les défend. C'est Wauquiez qui va envoyer tous les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Mettez-vous d'accord. On va parler du couple franco-allemand. Nouveau chancelier, nouveau mariage ou pas? On en parle dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Faites comme les cardinaux, mettez-vous d'accord. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce conclave de 4 débatteurs. Benjamin Cauchy, Éric Revel, Jean-Christophe Gallien et Andrea Cotarac. Le couple franco-allemand se mettra-t-il d'accord avec le nouveau chancelier? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On en parle avec Éric Revel. Friedrich Merz est le nouveau chancelier Je vais faire court, allemand. oui. Je vais faire court. Vous savez, le couple franco-allemand, je me méfie toujours. Il y a eu des grands couples franco-allemands, De Gaulle, Adenauer, Giscard, Schmitt, Kohl, Mitterrand, mais je me méfie toujours parce que pour moi le couple franco-allemand c'est une sorte de tandem pour ceux qui ont fait du vélo, vous voyez, il y en a deux qui pédalent mais il y en a qu'un seul qui tient le guidon. Ouais. Qui tient le guidon, c'est en général les Allemands, vous voyez. Donc là, la visite évidemment était attendue du nouveau chancelier. Alors évidemment l'Élysée a communiqué sur, on met en place un conseil de défense européen. Ça n'empêche pas les Allemands d'ailleurs d'avoir confirmé leur commande de F-35 américains. Bon. Mais surtout il y a deux sujets que le chancelier a mis sur la table et qui nous fâchent. C'est le chancelier a dit il faut rapidement mettre en place le traité du Mercosur qui avait enflammé nos campagnes, vous vous en souvenez, et notamment emmené par la colère de la coordination rurale. C'est l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud. D'ailleurs, Madame von der Leyen, qui est allemande aussi, elle avait été en mois de décembre paraphé en Uruguay ce traité en disant tout est réglé. Ben non, c'est pas réglé. Officiellement, Emmanuel Macron s'y oppose. Puis deuxième sujet, on avait cru comprendre que les Allemands nous emmerderaient un peu moins avec tous les dérapages financiers qu'on a. Pas du tout. Le chancelier allemand a réaffirmé que la rigueur budgétaire autour des critères de convergence de Maastricht, ils étaient toujours bien en place. Donc là, c'est deux sujets quand même énormes qui, à mon avis, ont été occultés dans les médias par cette annonce sur le Conseil de défense européenne, mais qui sont des sujets, pardonnez-moi, pour Emmanuel Macron, qui sont très lourds à gérer dans les prochains mois. Un mot pour l'économiste que vous êtes aussi quand même. Lorsque le commerce international se dégrade avec les États-Unis, est-ce qu'on n'a pas intérêt à ouvrir de nouveaux marchés en Amérique du Sud? C'est ce que disent les partisans de l'accord avec le Mercosur. C'est même l'argument qu'a repris le chancelier allemand. Et donc c'est à vous que je pose la question. Alors je vais vous dire oui et non, mais il faut voir ce qu'il y a dans les traités. Pardonnez-moi, je ne dis pas qu'on n'est pas gagnant sur les traités commerciaux, mais si vous ne mettez pas en place des clauses miroirs, c'est-à-dire une réciprocité sur les règles que vous imposez aux agriculteurs du bout du monde par rapport aux nôtres, vous mettez que des boulets aux pieds de nos agriculteurs et vous laissez parfois importer des marchandises qui sont absolument dégueulasses. En un mot, Andrea Cotarac. Non, mais Monsieur Revel est quand même attention, la ligne et l'origine. Vous savez, c'est mes il est très fort parce qu'il explique des choses assez compliquées et techniques de manière limpide. C'est ma réputation, monsieur, vous savez. Sur une exception simplement, sur l'expression le couple franco-allemand. Mais c'est une expression qui existe en France. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand Siemens, l'allemand, veut racheter les TGV, par exemple, mais la presse allemande dit une entreprise allemande rachète une entreprise française, point barre. Et sur Madame von der Leyen, puisque vous parliez de Monsieur Trump et des droits de douane, etc., Madame von der Leyen, quand même, a dit je propose aux États-Unis qu'on abaisse toutes les barrières douanières sur les produits industriels, donc sur les produits allemands, dont la variable d'ajustement sera une nouvelle fois les agriculteurs français. Il faut dire stop. Pardon, la France vend aussi beaucoup, notamment de turbines aux États-Unis, donc l'industrie française exporte aussi aux États-Unis. Jean-Christophe Gallien. Oui, on est, je vous le disais tout à l'heure, regardez, le couple franco-allemand, c'est un couple de compétition, mais interne à l'Union européenne. C'est-à-dire que pour le coup, l'Allemagne est, reconnaissons-le, en grande difficulté
économie, comme elle ne l'a jamais été sur les 40 dernières années. Elle dispose par contre d'une forme de, on va dire pas un trésor de guerre, mais une capacité, une réserve financière qui est beaucoup plus forte que la nôtre parce qu'elle a bénéficié, rappelons-le quand même, d'une faiblesse de la France dans les négociations de ce qu'était l'euro et la création de l'euro, le marque étant sous-dimensionné par rapport à sa réelle valeur à l'époque. C'est quelque chose qui continue à faire effet aujourd'hui, qu'elle n'a pas beaucoup dépensé en militaire depuis des années parce qu'elle n'avait pas d'armée, etc. Qu'elle ne fait pas de politique familiale, qu'ainsi de suite. Donc c'est des choix très différents de société. Donc il n'y a jamais eu de couple franco-allemand. La réalité, c'est que c'est, en tout cas qu'à Paris, qu'on pensait qu'il y avait un couple franco-allemand. C'était un concept qui n'était pas existant ni à Bonn historiquement, ni à Berlin aujourd'hui. Pourtant, ils viennent de lancer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz, un conseil de sécurité. Mais vous savez, on n'a pas de couple britannico ou londonien parisien, alors qu'on a un vrai accord de défense pour le coup avec les Britanniques. Et donc c'est très clair. Donc là-dessus, la compétition est à l'œuvre. Soyons clairs, à Bruxelles en ce moment, où beaucoup de choses se passent sur l'avenir de l'Union européenne, la compétition est en permanence à l'œuvre. Emmanuel Macron lui-même est en compétition pour son destin personnel, d'ailleurs pour la suite de sa carrière sur ce terrain-là. Il y a en ce moment quelque chose au niveau européen qui est très puissant en termes de, je vous dis, de négociations à tous les niveaux, pas simplement Mercosur, agité par les menaces de Donald Trump, agité par les propositions bilatérales à la fois des Russes qui continuent à en faire, mais aussi des Chinois. C'est un moment très compliqué. Voilà, très compliqué. Le groupe franco-allemand n'existe pas. Juste un mot pour vous dire que les cardinaux n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord, puisque la fumée noire sort à nouveau de la chapelle Sixtine. Ça signifie qu'un nouveau vote a eu lieu et qu'aucune majorité des 2/3 ne s'est dégagée pour le choix d'un nouveau pape. Benjamin Cauchy, pour la conclusion à la fois sur le couple franco-allemand, sur lequel vous êtes sceptique vous aussi, et sur votre coup de gueule. Oui, alors, écoutez, je pense que tout est lié finalement, parce qu'entre les Allemands et les Français, il y a une interaction commerciale. Donc, on dit que c'est un couple, un tandem, on peut pas faire des métaphores cyclistes ou non. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne a besoin de la France pour pouvoir continuer à être en bonne santé, et la France a besoin d'une Allemagne également en bonne santé pour qu'elle puisse continuer à lui commander des biens et des services. Par rapport au Mercosur, et là, ça revient finalement à mon coup de gueule, le problème du Mercosur, c'est pas les autres, c'est nous, c'est notre fiscalité écrasante. Il y avait un papier hier dans les Échos qui expliquait que 40% du patrimoine des Français est à l'étranger. Il faut comprendre qu'il y a un exode des gens qui gagnent de l'argent et qui produisent des richesses en France, qui partent vers l'étranger parce que nous sommes écrasés par les taxes et la fiscalité. Donc aujourd'hui, on peut pleurer parce qu'il va y avoir le Mercosur. Et la réalité, c'est qu'il faut pleurer contre nos gouvernants, se lever contre nos gouvernants et leur demander de baisser les taxes. On deviendra compétitif et vous verrez que le Mercosur, ça sera du bonheur. Après, il y a effectivement les normes environnementales qui effectivement sont des choses évidemment à prendre en considération. Mais nos agriculteurs qui étaient dans la rue au mois de novembre, au mois de décembre l'année dernière, le problème c'est la fiscalité et les charges, les MSA. Sur les traités de libre-échange, je conseillerais quand même au président Macron de la République française, quand il co-signe une tribune avec le chancelier allemand dans le Figaro, de bien relire les phrases. Parce qu'il est contre le traité du Mercosur, mais la phrase c'est: face à une concurrence mondiale plus rude, nous agirons pour un nouvel agenda de politique commerciale durable. Les accords de libre-échange, c'est des accords de commerciaux durables. Ça en fait Donc, partie. Monsieur le Président, relisez ce que les autres écrivent pour vous avant d'en parler. Benjamin Cauchy, relisez votre coup de gueule. Pour conclure. Oui, alors mon coup de gueule, effectivement, c'était contre l'U2P, l'organisation patronale de l'U2P, qui propose de supprimer la CSG, mais qui alors s'est lancée dans un concours Lépine extraordinaire et qui propose notamment d'augmenter les droits de succession en passant de 6 à 20%, qui propose de geler les pensions de retraite pendant 3 à 5 ans et qui propose également d'augmenter les taxes, le prélèvement forfaitaire unique de 20 à 30% sur le capital financier. Donc il y a des représentants de commerçants et d'artisans qui proposent de se tirer une balle dans le pied, n'ont rien compris. Donc mon coup de gueule, c'est là. Le problème, c'est la fiscalité. C'est un État ankylosé qui nous empêche de produire et de créer de la richesse en France. Eh bien, le message sera passé sur Sud Radio. Merci. Très court. Benjamin Cauchy, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et par ailleurs ancienne figure des Gilets jaunes. Merci au politologue Jean-Christophe Gallien, à l'économiste Merci Jean-Marie, éditorialiste Éric Revel que vous entendiez à l'instant, et au porte-parole du Rassemblement National. Merci beaucoup. Andrea Merci messieurs. Cotarac. Il est 11h57 sur Sud Radio, chers amis, à suivre. Abemous Berkoff. De quelle couleur sera la fumée? Vous le saurez juste après le journal de midi. Berkoff est dans tous ses états jusqu'à 14h.